So, euh, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, bonsoir Kiel, Francesco, my colleagues, George and Jana. Monsieur Stéphane, vous êtes là déjà? Yero, Mounir, nos parleurs sont tous là, bien sûr. Et tous les participants. On attendra peut-être pour 2-3 minutes à ce que une foule peut rejoindre notre webinaire et puis on commencera. Et j'espère que Et ton audio est tombé, Fatima. On ne t'écoute plus. c'est meilleur maintenant, j'espère. Donc, pour les citoyens et les résidents dans la zone de la Méditerranée, j'espère que cette semaine n'était pas très difficile chez vous, surtout qu'on sait bien que la malheur est partout dans notre région à cause de ce qui s'est passé en Syrie et en Turquie. Mais de toute façon, ça continue la vie continue de toute façon et on va discuter aujourd'hui un sujet qui peut être aussi une raison de mort et endommagement par des mains humaines. On attend juste 2-3 minutes. Je remercie nos parleurs qui sont déjà là, Mounir, Stéphane, Yero. Bonsoir, merci. Merci, Monsieur Stéphane. Je vous demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tous m'entendre? Si c'est bon, vous pouvez juste faire un signe. Et en plus, je vous prie de rejoindre les canaux de traduction, bien de l'interprétation. Le canal anglais, c'est pour la langue arabe. On va avoir Monsieur Stéphane, on va avoir Yero Kiel parlant en français et français Kiel, right? Oui, et c'est juste Mounir qui va faire la parole en arabe. On remercie Jana Baidoun et Habib, Georges Habib, un géologiste, un jeune géologiste et une écologiste pour nous aider, pour le bénévole pour faire l'interprétation. Et là, on commence. D'abord, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien, surtout avec la situation dans notre région. Et je profite de cette occasion pour... Oh, j'ai pas mon vidéo. C'est meilleur que la photo. Donc, je profite de l'occasion pour envoyer nos condoléances aux familles des victimes du séisme dernier qui a eu lieu en Syrie et en Turquie. Et on souhaite le bien, la bonne santé pour les personnes qui ont survécu de cette crise, mais qui ont perdu quand même leur famille et leurs bien-aimés. C'est une semaine qui était très triste dans notre région et on souhaite le meilleur pour les citoyens dans ces deux pays. Mais revenons aux carburants fossiles qui eux-mêmes, extraits, peuvent être responsables de morts et d'endommagements, de death and damage, qui peuvent être causés par des mains humaines. D'abord, une petite introduction. Je suis Fatima Yassine de Lingo. Je suis votre facilitateur pour ce webinaire. Notre webinaire intitulé Le carbone imbrûlable dans les aires protégées et qui fait partie de plusieurs autres projets en cours déjà réalisés et en cours de réalisation par Lingo, une ONG allemande, Leave It in the Ground Initiative.
Veuillez suivre, comme je vous ai dit, l'interprétation en arabe en appuyant sur le canal anglais, English. Nous sommes aussi pour discuter la situation dans deux pays, le Liban et le Sénégal, qui entreront une époque d'extraction pétro-gazière. L'exploitation est déjà faite dans les deux pays. Qu'est-ce qui attend les milieux naturels dans ces pays? Qu'est-ce qui attend les citoyens, les habitants dans ces deux pays? Surtout que certaines activités de forage vont avoir lieu à proximité des zones ou bien des aires qui sont déjà protégées, des réserves naturelles, comme par exemple au Liban, puisque le forage va avoir lieu à proximité de la réserve maritime de Tyr, et dans des zones côtières, marines, y compris des zones primordiales de biodiversité, des zones de pêche et d'écotourisme au Sénégal. Pendant 40 à 50 minutes avec nos parleurs, avec une moyenne de 10 minutes pour parleur, nous allons discuter avec M. Stéphane Arnasson de la France, M. Reyer Rossard du Sénégal et M. Mounir Kabalan du Liban, et avec M. Kiel Kone de l'Allemande, le directeur de Lingo. Et enfin, on va avoir, après ces 40 à 50 minutes, on va avoir un espace pour les questions et pour les discussions qui vont ouvrir des discussions ouvertes, surtout dans ce domaine qui est plutôt ambigu pour les deux pays. Mais d'abord, pour vous mettre bien sur la piste, on va commencer avec Kiel. Donc, je te passe la parole. كيال كوني بالفرنسي ما الترجمة بالعربي موجودة. دونك بتقدروا تتابعوا الترجمة بالعربي على بس نكبس على الكرة الأرضية بالأسفل في عنا مكان إنجليش فبنقدر نسمع الترجمة العربية. Donc, Kiel est un citoyen universel. Kiel aussi est le directeur de Linko. Il va nous présenter une présentation mignonne à propos de nos projets dans ce contexte. C'est à vous, Kiel. Allez-y. Merci beaucoup, Fatima, et bonne soirée à tous. Je vais faire mon mieux de parler en français. Je suis allemand, mais là, j'ai appris un peu de français à l'école et puis là, on essaye de se communiquer, quoi. J'ai une petite présentation que je vais partager juste un moment. Et tu as dit, Fatima, que pour ceux qui parlent arabe, c'est le anglais qu'ils doivent choisir. Oui, c'est ce qu'on a dit. Oui, même j'ai marqué ça en arabe. يعني اللي بالعربي بيحكوا لو سمحتوا بنحطها على الانجليش على الانجليزي وهي رح تعطينا العربي. زوم ما عملنا الاوبشن بعد انها تكون العرب موجود. OK. Merci beaucoup. Alors là, je partage mes images. Voilà. OK. D'abord, quelque chose sur Lingo, notre organisation. Et nous, on travaille sur l'émergence climatique et on essaye de faire plus vite la sortie de l'âge des énergies fossiles. Et on fait ça en puissant des solutions, des nouvelles manières de penser et s'organiser autour des énergies fossiles. On a commencé en Allemagne, on a un bureau au Mexique et on a une équipe dans le Moyen-Orient et le Nord d'Afrique aussi, dont Fatima est une de nos collaboratrices. Et on travaille par exemple pour la transition de la entreprise pétrolière estatale du Mexico, Pemex. On a identifié les bombes carbone dans le monde et on a commencé à identifier des zones libres des énergies fossiles. Ça, c'est quelque chose de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je vais vous partager un peu d'informations dans une analyse qu'on a fait, une investigation sur les énergies fossiles dans les aires protégées dans le monde. Et, on est parti de l'idée que ce qu'on a déjà identifié comme pétrole, gaz et charbon dans le monde,
c'est trop pour brûler parce qu'on a établi des buts climatiques à Paris. L'accord de Paris a dit qu'on va essayer de maintenir la température à moins de 1,5 degré de augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle. Et pour ça, la plupart des énergies fossiles qu'on connaît doivent rester dans le sous-sol. Alors, dans ce contexte, il paraît très logique de protéger les espaces biodivers qu'on veut protéger, qu'on a déjà déclarés comme des aires protégées, comme des parcs nationaux et d'autres catégories d'aires protégées. Ça paraît logique de commencer là et laisser dans le sous-sol les fossiles dans ces espaces. Mais et il y a eu plusieurs résolutions des congrès mondiaux de la conservation qui ont dit que euh, les gouvernements doivent empêcher l'extraction, même l'exploration dans les aires protégées. C'est ça que les gouvernements ont dit dans les congrès de conservation, mais dans la pratique, ce qui se passe, c'est quand on trouve des choses d'intérêt dans les aires protégées, on les fait plus petits, on change la loi pour permettre certaines activités. Et il y a même un nom pour ça en anglais, PAD, Protected Area Downgrading, Downsizing and Degazettement. Et il y a des collègues qui suivent ce processus et ont un site sur tous les endroits dans le monde où ça se passe. Et, et dans mon pays, en Allemagne, on a même fait un parc national avec un trou au milieu pour permettre de continuer l'extraction pétrolière là-dedans, dans le parc national. Alors ça, c'est la réalité. Alors là, notre travail d'investigation, c'est pour montrer les places où il y a la coïncidence des énergies fossiles dans le sous-sol avec les espaces protégés qui sont déjà protégés pour proposer de ne pas extraire les énergies fossiles dans ces endroits. Et pour pouvoir faire ça, on doit d'abord savoir où est-il le pétrole et le gaz dans le monde. Et là, on a cherché des données pour pouvoir répondre à cette question. Et après ça aussi pour le charbon. Et une des surprises était qu'il n'y avait pas une base de données à l'échelle globale sur où est-il le charbon dans le monde. Pour le gaz et pétrole, ça existe, mais on doit le payer, on doit acheter ces données. Pour le charbon, ça n'existait pas et on a dû le construire à Lingo avec des cartes. Et maintenant, on a une carte globale des endroits qui ont le charbon. Et puis là, on a fait on a mappé fait la cartographie des coïncidences des aires protégées avec le pétrole et le gaz et le charbon. Et on a trouvé, et on est en train de le mettre publiquement sur l'Internet, les cartes pour tout le monde, tous les pays de ces coïncidences. Et là, je vais vous montrer quelques images de quelques pays où c'est particulièrement intéressant ce qu'on a trouvé. Par exemple, ici au Venezuela, le lac de Maracaibo a beaucoup d'infrastructures pétrolières au même temps que il y a des aires protégées là. Et il y a plusieurs gigatonnes de CO2 dans le sous-sol en bas des aires protégées du Venezuela. Dans le Mexique, le pays où j'habite, il y a aussi des réserves assez grandes. Et il y a aussi d'autres choses intéressantes que je vais vous présenter un peu plus à la fin de la présentation. Au Maroc, il y a du pétrole, euh, très peu, ce n'est pas beaucoup, mais il y a un peu d'infrastructure dans un parc national près de Essaouira. En Tunisie, on trouve aussi euh, de l'infrastructure, des blocs pétroliers dans des aires protégées. Et cette année, la COP de changement climat
climatique, le UNFCCC va être en Dubaï, aux Émirats arabes unis. Et là, on trouve aussi des blocs pétroliers dans une réserve de la biosphère très, très importante, la réserve Marawa, qui est l'endroit où il habite les dugongs. Je ne sais pas comment on dit en français, c'est une espèce de vache marine qui mange les plantes là, dans la mer et qui sont menacées. C'est une espèce en extinction, mais il y en a encore dans cette réserve. Et là, c'est dans des endroits où la compagnie qui préside, le président de la COP28, est en train de faire l'expansion de sa extraction de pétrole et gaz. En France, il y en a aussi. En Gascogne, il y a de l'infrastructure pétrolière dans les aires protégées. Et comme ça, dans une plupart euh, des pays dans le monde. Et là, vous pourrez bientôt euh, euh, voir les endroits que vous intéressent sur la carte. On va mettre en ligne pour tout le monde. Ici, on a une impression de un endroit qui était dans les journaux pour les conflits autour dans, euh, c'est pas en gazoduc, c'est en pipeline, on dit en anglais. Peut-être quelqu'un peut m'aider avec le mot en français. Et c'est le EACOP qui va de Ouganda jusqu'à Tanzanie et va transporter du pétrole. Et puis là, ça vient des champs pétroliers. Ici, on voit Tilenga en Ouganda, qui est dans un parc national, le Murchison Falls National Park. Alors, ça, c'est des exemples. Et pourquoi est-ce qu'on pense que c'est une bonne chose de faire la cartographie sur tout ça? C'est parce que dans l'accord de Paris, les pays ont mis en place le but de 1,5 degré comme grand but global, mais les contributions nationales que chaque pays a fait ne sont pas suffisants pour rester en bas de 1,5. Alors là, on a fait un accord un processus d'augmenter l'ambition de la mitigation chaque 5 ans. Et ça veut dire que tous les pays sont en train de chercher des actions de mitigation plus ambitieuses. Et nous, on pense que l'essai d'extraire des énergies fossiles dans les aires protégées peut être une bonne manière de faire un peu plus dans l'action climatique. Alors là, on propose que les pays dans la prochaine ronde des NDC, comme on le dit en anglais, des actions déterminées à un niveau national, peuvent se compromettre à ne pas extraire dans les aires protégées de leur pays. Et il y a des endroits comme le Mexique, que je montre ici, qui ont déjà des lois pour empêcher l'extraction du pétrole, par exemple, dans la Selva Lacandona. C'est un endroit des forêts tropicaux où on a du pétrole, mais c'est interdit par loi de l'extraire. Et on a fait le calcul et c'est 22 millions de tonnes de CO2 qui sont dans le sous-sol là-bas. Et ça, c'est en anglais, on dit low-hanging fruit. C'est une action assez facile pour le gouvernement de mettre ça dans la liste des actions climatiques dans la prochaine NDC. Alors ça, c'est un peu où on peut commencer. Et ça, c'est pour le gouvernement. Et si le gouvernement n'est pas encore là, c'est la société civile qui doit demander de protéger bien les endroits qui ont du pétrole, gaz et charbon en bas. Alors, c'est ça que je voulais partager et je remercie votre attention.
Grand merci, Kiel, pour la présentation claire. Moi-même, même si je ne savais pas le projet, je crois que c'était facile à suivre et vous avez un français impeccable. Donc, merci bien, Kiel. Dans ce contexte, je crois que Monsieur Stéphane a quelque chose à nous raconter, surtout que Monsieur Stéphane est un chercheur euh, environnemental. Il est le responsable du pôle biodiversité et patrimoine naturel chez Parc naturel régional de Camargue en France. Il est un expert en aménagement et en conservation durable des sites naturels. Monsieur Stéphane est parti de plusieurs projets potentiels concernant les aires protégées, surtout au Liban, pour les conserver, surtout avec une extraction gazière prochaine, surtout pour la protection de ces potentialités marines et côtières, afin de réduire les impacts environnementaux relatifs à cette extraction et surtout que l'exploitation est déjà faite. Donc, on entend ensemble avec M. Stéphane sur cette situation au Liban et au Sénégal, peut-être vis-à-vis de cette extraction gazière prochaine. Et on aime bien savoir à propos de votre expérience, surtout dans la région de la Camargue, concernant les offshore éoliennes qui peuvent remplacer les offshore carburants fossiles ou bien fossil fuel. C'est à vous, Monsieur Stéphane. Merci, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette introduction très intéressante sur la problématique des énergies fossiles, avec notamment la question des aires protégées. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de la problématique française en lien avec le développement, en effet, de ce qui pourrait être, en effet, ce qui est une solution pour, bien sûr, se sortir des énergies fossiles, hein, et donc le développement qui a été acté par la présidence de la République récemment, de développer l'éolien offshore avec de grandes unités, même, puisque, bon, je vous rappelle qu'en France, on n'a pas vraiment d'énergie fossile, hein, on n'a ni pétrole, ni gaz, enfin, pas en tout cas en grande quantité, puis avec peu de perspectives. Voilà. Par contre, en effet, la relance de la filière nucléaire a été actée récemment, et le développement aussi du photovoltaïque et de l'éolien, et notamment de l'éolien offshore. Alors, c'est de ça dont je vais vous parler en lien avec les aires protégées de Méditerranée. Je vais vous partager j'y arrive. Là, je ne sais pas si vous avez le partage. Voilà, donc en effet, plusieurs parcs d'éoliens offshore sont projets à la fois sur les côtes atlantiques françaises ainsi qu'en Méditerranée. Donc nous sommes sollicités, d'autant plus que ces parcs, qui pour le moment seront des parcs pilotes, donc expérimentaux, sont quasiment tous dans des aires protégées. Alors bien sûr, il vaut mieux de l'éolien dans les aires protégées que de l'exploitation d'énergie fossile, mais la question se pose, et donc la Camargue notamment, qui est à la fois un parc naturel régional, qui est une réserve de biosphère de l'UNESCO, est directement concernée, puisque vous voyez la Camargue, le delta du Rhône est ici, et il y a 2 sites pressentis pour développement d'éolien offshore au large de la Camargue, et souvent dans des sites, en effet, des aires protégées, donc soit des aires Natura 2000, qui sont des aires protégées au niveau de l'Union européenne, soit des parcs naturels, et notamment le parc marin du Lion pour la zone ici numéro 3. Et du coup, des scientifiques ont alerté, notamment les scientifiques de notre réserve de biosphère, sur le fait que le développement de l'éolien offshore en Méditerranée était à
étudiée sous les aspects d'incidence environnementale qui sont différentes de celles que l'on peut connaître dans les hauts lieux de l'énergie offshore, que ce soit en mer du Nord ou dans d'autres secteurs, parce qu'il faut prendre en compte le fait que la Méditerranée est un des 3 grands hotspots migratoires pour les oiseaux dans le monde. On peut citer la Méditerranée, puisque passe en Méditerranée la majeure partie des oiseaux de l'Europe ou de l'ouest de la Sibérie pour se rendre en Afrique. On a aussi le même contexte dans le golfe du Mexique, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, la mer de Chine, qui elle aussi est un hotspot migratoire. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de retour de données sur le développement de parcs éoliens importants sur des voies migratoires marines. Et donc, il y a eu une alerte scientifique sur le fait que la Méditerranée aurait pu et peut peut-être désigner comme une zone où la question du développement de l'éolien offshore doit se poser en termes de ses impacts majeurs sur les migrations. Alors, on a réussi à obtenir que les parcs pilotes qui vont se construire cette année au large de la Camargue, les travaux commencent cet été avec la construction de 3 éoliennes de grande taille à 17 km au large de la côte. Et de même vont se construire 4 autres éoliennes à l'ouest du golfe du Lion. C'est une zone très attractive puisqu'elle est très ventée, que ce soit par le Mistral, le vent du nord qui souffle en Camargue, ou la Tramontane, un vent de nord-ouest qui souffle à l'ouest du golfe du Lion. Et c'est une zone qui se prête très bien à cet éolien offshore qui n'est pas posé, ça sera de l'éolien flottant, donc ça aussi c'est une technique assez nouvelle par rapport à ce qui s'est développé jusqu'à présent. Et du coup, bien sûr, elle est attractive sur le papier, cette zone, parce qu'en plus, on a un plateau continental qui va assez loin et qui permet l'implantation de ce dispositif. Mais c'est aussi, et on le sait en Camargue, je rappelle que la Camargue est une des zones humides majeures du littoral méditerranéen et une halte migratoire connue mondialement pour les oiseaux au printemps ou à l'automne, voire même en hiver, puisqu'on a beaucoup d'oiseaux qui hivernent aussi en Camargue. Et du coup, ce qui était intéressant de noter, suite à cette alerte scientifique, la France a décidé de financer des études spécifiques sur les migrations, en s'appuyant notamment sur ces éoliennes qui vont être construites de manière expérimentale et pilote avant l'installation des parcs commerciaux. Et donc, on va pouvoir voir au large, puisqu'on sait un peu à terre, mais on ne sait pas ce qui se passe au large, quelles sont les périodes où les oiseaux migrateurs passent, les hauteurs de vol de ces oiseaux, parce que c'est ça surtout qui est important, parce que s'ils volent haut, ben, les éoliennes ne sont pas très impactantes. S'ils volent à hauteur des pales, c'est de suite plus embêtant. Voilà, on sait que pour les oiseaux marins, beaucoup s'adaptent aux éoliennes, et même pour certains, notamment les puffins de Méditerranée, ils passent sans problème en dessous. Par contre, les oiseaux migrateurs, qui sont des passereaux, qui peuvent être des oiseaux de plus grande taille, eux traversent la Méditerranée d'une traite souvent et de nuit. Donc, bien sûr, des éoliennes, c'est beaucoup plus difficile pour eux sur des terrains qui ne connaissent pas de les éviter si jamais ils passent à la hauteur des pales. Et du coup, on a déjà des relevés. Donc, les études en cours sont des études par radar, des études par marquage, des études de radar à terre, de radar en mer qui vont être posées. Et on espère, dans les 2 ans qui viennent, avoir suffisamment de données pour pouvoir renseigner sur les risques que peuvent causer ces parcs éoliens sur la faune, voir s'il y a des adaptations à faire en termes de distance à la côte, en termes, voir aussi si sur les 4 zones qui sont concernées, est-ce qu'il y en a des plus sensibles que d'autres.
Et du coup, on espère pouvoir apporter des éléments nouveaux de connaissances par rapport à cette question-là, parce qu'il ne faut pas oublier que les oiseaux migrateurs dont on parle, ce sont justement les oiseaux qui sont les plus en régression en Europe ou en Afrique, puisque on sait que beaucoup des espèces migratrices concernées ont déjà des chutes de population de 40 à 50% pour certains passereaux. Et donc, pour d'autres raisons, bien sûr, hein, pour des raisons de disparition des milieux, de pratiques agricoles qui ne permettent pas aux insectes d'être présents, enfin, pour toutes les raisons que l'on connaît. Mais c'est vrai que de rajouter de la mortalité aviaire sur des passages migratoires, en plus de ces causes-là, c'est quand même une question qui mérite d'être posée, d'autant plus quand elle impacte des aires protégées, que ce soit des aires terrestres ou des aires marines. Voilà, donc c'était un petit aperçu de ce qui nous préoccupe pour nous en France méditerranéenne actuellement sur les questions énergétiques. Et voilà, pour montrer qu'en effet, on le sait, la question énergétique, elle est très compliquée parce que la sortie des énergies fossiles, bien sûr, on ne peut pas vraiment remettre en cause cet objectif-là, mais il faut veiller à ce que la transition énergétique nécessaire ne se fasse pas sur le dos de la transition écologique et notamment en lien avec la crise de la biodiversité. Et c'est tous les enjeux qui nous animent, notamment dans ce bassin méditerranéen qui est un hotspot environnemental et avifaunistique. Ah oui, Monsieur Stéphane, donc on espère que les études vont aboutir à de bonnes conclusions qui peuvent mettre en jeu l'énergie éolienne ou bien les offshore éoliens comme un alternatif des offshore carburants fossiles. Et j'aime bien savoir, par exemple, à propos de vos efforts plus spécifiquement dans la région de la réserve naturelle de Tyr, qui est une réserve nationale, mais pas accréditée par l'UN. Donc, quels sont les efforts faits dans ce domaine ou bien dans ce contexte pour conserver cette aire déjà protégée contre ou bien vis-à-vis de l'extraction prochaine, s'il vous plaît? Alors, en effet, il y a une coopération qui est en cours de lancement entre la Camargue et la région de Tyr, l'Union des municipalités de Tyr, pour apporter un appui à l'intégration de la réserve naturelle de Tyr dans son environnement. Alors, c'est vrai que pour le moment, les questions d'extraction de gaz ne sont pas encore là, mais c'est vrai que déjà on travaille et on va développer des programmes de coopération avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Union des municipalités de Tyr pour essayer de permettre à la réserve naturelle de Tyr de mieux se coordonner avec son environnement, et on va notamment travailler à la création d'une réserve de biosphère de l'UNESCO sur ce littoral sud-Liban, qui permettra justement de voir comment les enjeux énergétiques, puisqu'ils arrivent, les enjeux agricoles, les enjeux de développement touristique de la zone peuvent se coordonner au mieux avec la protection des aires protégées existantes et à venir sur ce littoral qui est d'une grande richesse. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est difficile de répondre à votre question puisqu'on ne sait pas encore grand-chose, en tout cas moi, mais bon, je suis un peu loin du Liban, mais pour savoir quels seront les impacts de cette nouvelle activité énergétique à proximité immédiate d'aires marines protégées. Voilà, c'est toute une question qui, à mon avis, est encore plus prégnante et compliquée à gérer que la question de nos éoliennes offshore en Camargue. Mais c'est vrai que là aussi, ce sont des pressions supplémentaires sur cette aire méditerranéenne.
Monsieur Stéphane, donc on espère que cette collaboration puisse aboutir à la conservation de ces aires. Un grand merci pour votre présentation très informative. Je vais mémoriser très bien ce que vous venez de dire concernant la transition énergétique qui ne peut jamais se faire au dos de l'écologie, et on attend avec impatience les résultats de vos recherches dans ce domaine. Monsieur Stéphane Arnasson de la France, grand merci. Et on passe maintenant à Yero, un ami du Sénégal. Yero est un jeune militaire pour le climat. Salut Yero. Yero est un cofondateur du mouvement Fridays des organisations environnementales sur de nombreuses questions, notamment les effets néfastes de la pêche industrielle sur les communautés d'Afrique. Et récemment, il est une partie de la négociation et des discussions qui sont en train de faire avec des côtés surtout allemandes concernant la prochaine extraction gazière au Sénégal. Yero, je vous passe la parole pour nous raconter votre histoire au Sénégal avec cette extraction qui est prochaine. Merci beaucoup, Yacine. J'espère que vous me recevez bien. Oui, Yero. Merci beaucoup, Yacine. Je revois Georges, un ami que j'ai connu depuis la Tunisie. Avant tout d'abord de débuter, j'aimerais m'incliner devant la mémoire des victimes du séisme dans le Moyen-Orient. Vous le savez, 20 000 personnes, plus de 20 000 personnes, ça touche l'humanité tout entière. Et je tenais vraiment à présenter mes condoléances à l'ensemble des proches, des amis et familles du Proche-Orient. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi de me joindre à vous, surtout à un moment crucial où aujourd'hui il est question de parler du devenir de la planète. Et aujourd'hui, le sujet qui est le plus sur les lèvres, c'est la question des énergies fossiles. Comment allons-nous faire pour sortir des énergies fossiles? Et par malheur, la Libye, par malheur, le Liban et le Sénégal se sont retrouvés. Par malheur, le Liban et le Sénégal se sont retrouvés dans un fiasco. On vient de découvrir des gisements gaziers et pétroliers en mer. Et qui parle de gisements gaziers et pétroliers parle de pollution. En ce qui concerne le Sénégal, nous avons découvert, il y a de cela moins d'une décennie, je crois, ça doit être dans les 4 années passées, un énorme gisement de pétrole et de gaz. Et ces gisements de pétrole et de gaz se trouvent là dans les surfaces protégées. Pas dans les surfaces protégées, pour le plus célèbre qui a fait l'objet de beaucoup de l'Allemagne, et le gisement gazier qui se parc animalier, c'est un animalier qui regroupe le plus grand nombre d'oiseaux migrateurs du monde. Et à proximité de ce parc-là, il y a été découvert, bon, le pipeline a été appris. Normalement, on attend que la phase d'exploitation, un projet vraiment pour lequel nous, en tant que il y a un son de celui qui n'a pas commencé. Lui, il se trouve dans des zones humides, ça c'est vers la zone de Joal, avec le projet Le Pétrole de Sangomar. C'est vraiment un autre projet qui risque vraiment d'avoir des impacts néfastes sur les zones humides. Pourquoi aujourd'hui il est important qu'on souligne en Afrique, nous sommes moins regardants en ce qui concerne les zones protégées. C'est certes, on a des textes qui en parlent, c'est écrit partout, mais quand il s'agit de respecter cela, on a d'énormes difficultés. On ne nous tape à l'heure que sur l'aspect pécuniaire. Et pour en venir, si vous allez sur les sites internet, vous verrez qu'il y a énormément d'articles que j'ai faits et je me prépare même pour une tournée européenne bientôt en Allemagne, en Suède, et j'espère vraiment que le Lingo aussi va amener sa participation.
Maintenant, pourquoi aujourd'hui vraiment à penser ce projet-là? Quand la dernière fois nous étions en Égypte, j'ai rencontré Lisa de Pride of Denmark. Elle m'a établi quand le CD allemand était ici à Dakar. Et dans ainsi que d'autres pays avaient pris l'engagement de ne plus utiliser la République lors de la COP 21 à Glasgow pour financer des projets fossiles. Et contre toute attente, le chancelier allemand est venu à Dakar pour démarcher ce projet-là. Ce que nous trouvons vraiment irrespectable et allant à l'encontre des accords déjà signés. C'est l'une des raisons pour laquelle nous aussi, nous avons dit non. Vous ne voulez plus de tels projets chez vous et vous voulez avoir de tels projets chez nous. Et ça risque vraiment d'impacter énormément nos populations. Monsieur Yaro, on peut à peine vous entendre. J'espère que, je crois que votre connexion n'est pas très bonne, je crois, puisque vous êtes en déplacement. Ah oui, je crois que Monsieur Yero n'est plus avec nous, ou bien c'est moi. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut faire un signe? Ah oui, donc c'est Monsieur Yero qui est en déplacement, qui ne peut pas nous entendre. De toute façon, la situation au Sénégal est comme la situation au Liban. Le forage va débuter prochainement avec plusieurs sites, Sangomar, Grande Tortue, Ahmeyim, Yakar, Teranga, Joal Fadiou, qui sont connus pour comme des sites écotouristiques, des zones de pêche et des zones de très, très riche biodiversité. Et que maintenant, les activistes au Sénégal, ils ont peur parce qu'ils ont dit qu'on regarde de proche ce qui s'est passé en Nigeria concernant l'extraction. Et il y a un proverbe en arabe qui dit on n'est pas mort encore, mais on a vu les gens qui sont partis. Donc, c'est pour cela que voir ce qui s'est passé dans les autres régions qui sont récentes concernant l'extraction fait peur à une grande partie des Sénégalais. Et maintenant, enfin, on va passer à Mounir. Mounir va être notre parleur en arabe. Mounir est un journaliste environnemental, est un chercheur doctoral et en plus un chercheur dans le domaine des droits de l'environnement. On sait bien que l'exploitation pétrolière et gazière passe par différentes étapes, la campagne sismique, le forage, l'extraction, etc. Et chacune de ces étapes a des impacts spécifiques sur le milieu marin, d'où la nécessité de mettre en place des règlements gouvernementaux stricts ainsi qu'un contrôle minutieux de la part de la société civile afin de garantir une protection des écosystèmes marins et côtiers dans le cadre de cette exploitation. Donc, Mounir va nous parler à propos des droits environnementaux qui nous explique la situation au Liban au courant, par exemple, et même dans le cadre international, pour protéger les aires qui sont déjà protégées par les lois convenables et que ces lois ne soient pas juste des lettres ou bien des mots qui sont écrits sur un papier, que ce soit applicable sur terrain. Mounir, on vous attend en citant des particularités de la loi libanaise et aussi en réclamant de nouvelles lois qui peuvent conserver ou bien qui peuvent arrêter quand même toute activité qui peut menacer les écosystèmes. C'est à vous, Mounir. Tfadal.
نعم. مساء الخير جميعا. شكرا دكتورة، شكرا لجميع المشاركين. سأتكلم ببطء لكي يتسنى للمترجم أن يترجم. أولا أتقدم بالعزاء من كل أهالي ضحايا الزلزال الذي حصل في سوريا وتركيا، والشفاء للجرحى، يعني مأساة إنسانية كبيرة نتعاطف معهم إن شاء الله. أولا يعني لن أدخل بتفاصيل القوانين يعني كل قانون على حدة، لكي يعني بطبيعة الحال القوانين لأنها جافة بعض الشيء، وبعكس ما قام به الزملاء من شرح سلايدات وإلى ما هنالك، القوانين عادة جافة، ولكن أنا سأحاول قدر الإمكان أن تكون سلسة بعض الشيء من أجل أن تصل الرسالة أسرع. أولا في لبنان سأتكلم عن القوانين التي تعنى بالبيئة. نحن نعلم أن لبنان كان سباقا عام 2002 عندما أصدر قانون حماية البيئة اللبنانية، وحمل هذا القانون رقم 444. هذا القانون هناك كان يعني في فصلين، الفصل الثاني والفصل الثالث. في الفصل الثاني تكلم عن حماية الساحل والبيئة البحرية من التلوث من مادة 29 إلى مادة 34، والفصل الثالث تكلم عن حماية البيئة المائية من التلوث. يعني من خلال هذين الفصلين نستطيع أن نرى، يعني هو قبل الكلام عن قانون يعنى فقط بالتنقيب عن النفط، كان قانون البيئة العصري في ذلك الوقت قد تحدث عن حماية الساحل، حماية المياه، حماية المياه الإقليمية، حماية الحياة المائية، حماية التنوع الإيكولوجي. هذا بالنسبة إلى البحر طبعا هو يشمل كل ما له علاقة بالطبيعة، ولكن الآن نحن نفصل القانون الذي يعنى بالنفط وفي البحر. فمن أجل ذلك نرى أنه كان قانونا عصريا، نفذ أقر هذا القانون وأصدرت المراسيم التطبيقية، ولكن بعض المراسيم لم تصدر، ولكن هذا القانون كان سباقا في ذلك الوقت. ونحن دائما نضغط كمجتمع مدني وكجمعيات وكناشطين وكصحفيين، نضغط لإقرار كل المراسيم التطبيقية لتطبيق هذا القانون. أنا سأقف عند بعض المواد، مثلا في قانون هو نفسه قانون حماية البيئة الذي صدر قلنا عام 2002، في المادة الثانية والثلاثين يقول أنه مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة والمعاهدات يحدد المرسوم في البند الثاني من المادة 30. يعني تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والأشغال العامة والنقل لائحة بالمواد المشار إليها في البند الأول. هذه المواد يعني سأمر عليها بشكل سريع. هي المواد التي تمس بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية البحرية، وتؤدي الأنشطة وتؤذي الأنشطة والكائنات البحرية، وتفسد نوعية المياه. وهذه التدابير، يعني هذه التدابير كانت ألزم القانون لتكون هذه التدابير ملزمة للوقاية من كل تلوث بحري ناتج عن سفن أو ناقلات بحرية أو منشآت في المياه الإقليمية. هنا عندما نتكلم عن منشآت في المياه الإقليمية، يعني عام 2002 كنا نرسم إلى أن يكون لدينا منشآت في البحر، منشآت عائمة، وما له علاقة في الاستخراج النفطي. نأتي إلى قانون النفط، يعني الذي صدر عام 2010 والذي حمل رقم 132، قانون الموارد البترولية في المياه البحرية. هذا القانون كان يعني بعد جهد جهيد وبعد. Mounir, je suis dans le canal français, mais je ne peux pas comprendre la traduction. Je ne veux pas me perdre la Donc, exposition. je peux le faire spontanément ou bien simultanément, juste maintenant. OK. Juste pour voir si on peut trouver un moyen de techniquement avoir la traduction. Voilà. Oui, Mounir, tu me donnes une minute pour interpréter ou bien traduire ce que tu venais de dire. أعطيني دقيقة واحدة لأترجم ما تقدمت به. Donc, Mounir nous a dit que le Liban, il est bien connu dans la région d'avoir des lois environnementales qui sont très strictes et très développées, mais concernant l'application, c'est ce que je voulais demander, Mounir. Concernant l'application, on ne voit pas que l'application de ces lois a abouti à quelque chose, puisque on est toujours menacé, l'environnement est en très mauvaise situation. Et même, Mounir vient de dire qu'il y a des décrets dans les
les lois concernant le milieu marin, concernant toutes les structures ou bien toute infrastructure présente en mer, même avant cette histoire d'extraction. Donc, c'est Maintenant, on écoute plus Fatima. Mounir, peut-être vous pouvez suivre et après, peut-être Fatima, quand elle retourne, elle peut faire la traduction. Ça marche? أوكي أوكي سأتكلم ببطء دكتورة فاطمة، وسأتكلم ببطء كي منير نعم سمع. أعتقد أن الكثير من الأمور اللوجستية اليوم هيك كله ملخبط. معقدة. نعم الكثير كنا نقول أن الكثير من هذه الملاحظات تدل أنه حتى مع وجود القوانين التي ترعى احترام كل ما هو مرتبط بالحياة الطبيعية، ما زالت الحياة الطبيعية مهددة في لبنان. فما الذي ننتظره مع وجود نشاط بهذا الحجم وهو استخراج البترول؟ فإذا what I asked, ce que j'ai demandé, c'est avec des activités urbaines minimes en se comparant avec l'extraction pétrolière. On a vu que l'environnement est toujours menacé et les lois ne sont pas appliquées. Donc, qu'est-ce qu'on attend de ces lois, de ces décrets vis-à-vis d'une activité immense comme le forage et l'extraction pétrolière? نعم دكتورة، الآن يعني سأتكلم بشكل سريع وموجز ولن أدخل بتفاصيل من أجل يعني هي مواد قانونية ومن أجل المترجم. قلت أنا يعني تكلمنا في البداية عن قانون حماية البيئة، الآن سنتكلم عن قانون الذي يعنى بالنفط، يعني عن قانون الموارد البترولية في المياه البحرية الذي صدر عام 2010. هذا القانون من خلال كل بنوده كانت من اجل استخراج النفط، من اجل التراخيص، وبنفس الوقت هو لاحظ موضوع حمايه البيئه، يعني هو لاحظ حمايه البحر، حمايه الشواطئ، حمايه الثروه السمكيه، حمايه التنوع الايكولوجي الموجود، وحمايه يعني كلها، يعني حتى نوعيه المياه. وعبر الماده 60 ببندها ايضا اشار الى صراحه الى تطبيق القوانين المتعلقه بحمايه البيئه، يعني اصلا رد عبر هذه البند بموضوع حمايه البيئه 444. ويعني هذا يدل على شيء يدل على ان القوانين اللبنانيه هي قوانين عصريه وقوانين صارمه. الان سنتكلم بالمشكله. ايضا اريد ان اقول لك شيئا، واريد ان اقول للجمهور طبعا وللحضور ان كلا القانونين ينصان على ضروره عند اقامه اي مشروع، سواء كان مشروع في البر او في البحر، هناك الزاميه من اجل اقامه تقييم اثر بيئي. يعني انا اذا اريد ان اقوم بمشروع حفر في المياه الاقليميه او على البر او اينما كان، او عندما اريد ان اشق حتى طريق، انا بحاجه الى ان اقوم بتقييم اثر بيئي تتاكد عندها وزاره البيئه من ان هذا التقييم صحيح، عندها تعطي الترخيص. التقييم الاثر البيئي ماذا ينص؟ ماذا يقول ان هذا المشروع هو سليم، هذا المشروع لا يضر بالبيئه، هذا المشروع يضر بالانسان، ومن اجل ذلك هو هذا التقييم يعني يعطي صلاحيه من اجل المباشره بالانشاء او لا. وكما قلت كلا القانونين. هل أترجم منير؟ تفضل. Donc, Mounir vient de dire aussi que il y a des particularités des lois en relation avec le pétrole dès 2010. Donc, c'est aussi très ancien et qui oblige toute activité d'exploitation à présenter des résultats de l'Environmental Impact Assessment, l'évaluation des impacts environnementaux de ce projet, afin
donner la permission à ce projet ou pas. Mais c'est ce que je demande ici, Monsieur Mounir. Est-ce que pendant l'exploitation qui est faite déjà, on a eu cette permission في خلال ما حدث من استكشاف عن النفط؟ هل تم تقديم هذه المستندات وتمت الموافقة أيضا على التنقيب؟ نعم، بطبيعة الحال يعني جرى الموافقة على التنقيب، ونحن كما قلنا في هذا الأمر هذا موجب، يعني هذا لا يمكن تجاوز هذا الموضوع. لكن نحن نتخوف من أن هذه يعني عندما نبدأ بالحفر أو عندما نبدأ بالاستخراج أو حتى عندما نبدأ بالبيع أو النقل، هذا كله منصوص عنه في القانون. هل سيلتزم الشركة التي ستقوم بالحفر أو بالنقل أو بالبيع بهذا القانون؟ هل ستكون هناك مراقبة على هذا القانون؟ المشكلة في لبنان في هذا القانون أو في كل القوانين أنه لدينا قوانين ناجحة، ولكن العبرة في التطبيق والعبرة في التنفيذ والعبرة في محاسبة من يخل بهذا القانون. اليوم الدولة عندما تعطي ترخيص لشركة لتنقب عليها أن تبحث بعد التنقيب هل هي تلتزم بهذا الشيء أو لا. أعطي مجال للترجمة. Yalla, tamam. Donc, Mounir vient de dire que ce n'est pas juste limité à l'extraction, mais encore à la compatibilité, à la comptabilité des entités qui vont faire cette extraction. Est-ce qu'après la présentation des études des impacts environnementaux, ces entités vont respecter ce qu'ils viennent de déclarer, par exemple, pendant le transport du pétrole, pendant la vente du pétrole et toute cette chaîne? Est-ce qu'ils vont respecter ce qu'ils venaient de déclarer? Et ici vient la question qui est demandée que je crois, Mounir, que tu es d'accord avec moi إنه في العالم العربي في عنا بموضوع الملاحقة والمحاسبة, et le Liban est parti de cette comptabilité. On ne suit personne pour savoir s'il a appliqué la loi ou pas, s'il a fait du bon ou pas. Le plus important, c'est d'extraire ce pétrole et c'est tout. C'est que Mounir vient de dire. Je te laisse la parole maintenant, Mounir. عفوا، أريد أن أضيف نقطة بعد، أنه نحن ننتظر أولا من الوزراء. يعني هناك للأسف في لبنان بعض الوزراء يعني عندما طلبت وزارة البيئة، وهنا أريد أن أشير إلى أن صلاحية كبرى أعطيت لوزير البيئة ولوزارة البيئة عبر قانون النفط وعبر حتى قانون حماية البيئة، صلاحية كبرى أعطيت له من أجل يعني هناك تعويل كبير على وزارة البيئة في هذه، أولا في موضوع التراخيص وفي موضوع المراقبة والمحاسبة فيما بعد. لكن الذي يحصل في لبنان والذي حصل في الكثير من المشاريع هو تجاوز على وزارة البيئة وضرب تقارير وزارة البيئة بعرض الحائط من أجل تنفيذ بعض المشاريع التي أتت بكوارث بيئية وبكوارث طبيعية، وهذا ما نخشاه نحن في المستقبل في موضوع النفط والغاز في لبنان. تفضل. Mounir vient de dire quelque chose de très malheureux. أنت قد أتيت بشيء محزن يا منير ما تقدمت به. Mounir vient de dire que le ministre de l'Environnement a une validité majeure et il peut même arrêter des activités. Il peut ne pas permettre au forage d'avoir lieu. Mais ce qui passe, c'est que qu'on dépasse toujours la ministère de l'Environnement et que le futur, il est maintenant en noir. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer vraiment pendant les prochaines années. Même si on a cette loi qui est très rigide, elle n'est pas applicable. Même si le ministre a cette validité majeure, rien ne peut savoir ce qui va passer. C'est ce qui est malheureux. Eh oui, Mounir. في الأيام المقبلة سوف ربما نبدأ يعني بموضوع التنقيب. أصبح يعني موضوع مرتبط بالسياسة، لكن أنا أريد أن أقول شيء.
بالنسبة للمناطق المحمية، نحن نتكلم في المنطقة الجنوبية اليوم، وهناك أيضا مناطق محمية في الجنوب. وأنا أريد أن أقول ليس شرطا أن تكون واردة صراحة عن هذه المنطقة المحمية. طبعا لدينا محمية طبيعية في السور، وهم يعني يعولون على قانون البيئة في حماية المنطقة، لكن أنا أريد أن أقول أن كل الشاطئ اللبناني وكل البحر اللبناني وكل المناطق اللبنانية التي تشهد أولا سكن للبشر أو تنوع بيولوجي أو وجود كائنات حية هي محمية بموجب القانون، محمية بموجب القانون اللبناني. وهنا نحن نعول على هذا القانون من أجل حماية أولا الإنسان وحماية باقي المخلوقات. وربما إذا في حال، ونحن نعول أيضا على الجمعيات وعلى الناشطين وعلى المجتمع المدني الذي دائما ما يحرك يحرك يعني حتى القانون، يعني يضرب بالقانون عبر مجلس النواب وعبر المحامين وعبر الصحافة من أجل يعني كف يد كل من يعبث، سواء كانت شركات أو كانوا أفراد أو كانوا حتى بعض المؤسسات العامة، من أجل حماية هذه الطبيعة التي أنهكت طوال السنوات الماضية. Donc, Mounir vient de dire en plus que c'est pas juste qu'on a une zone ou bien une aire protégée au sud, mais qu'il faut savoir que la zone côtière est une zone où les habitants vivent très proches, ils sont résidents très proches de la côte. Et donc, par loi, donc c'est juridiquement, toute la côte libanaise est comptée comme une aire protégée par la loi. Donc, c'est valide par la loi. Et on demande que les activistes, la société civile confrontent toute activité qui peut menacer de plus en plus les écosystèmes, surtout marins au Liban, puisque pendant des années et des années, cet écosystème était sujet de détérioration progressive. Et maintenant, ça peut être la plus grande catastrophe avec un menacement qui peut peut-être bouleverser tout en même temps. منير، هل لديك ما تضيفه أيضا؟ نعم، أريد أن أقول شيء. يعني نحن نأمل أن يصبح هناك قوانين. ربما في السنغال لا يوجد الآن قانون للنفط والغاز، أظن ذلك، ولكن نأمل من كل الدول التي تتجه بهذا الاتجاه أن يكون لديها قانون ينظم أولا هذا القطاع، ويجب أن يكون هناك بنود تعنى بالبيئة. كل قانون لا يكون فيه بنود تعنى بالبيئة وبالسلامة وبصحة الإنسان، هذا كله مدرج في القانون اللبناني، قانون النفط. يجب أن يكون هناك مدرج، وإلا سيكون قانونا ناقصا. ومن أجل ذلك نحن نعول يعني على الأصوات وعلى الجمعيات وعلى الناشطين في هذا المجال يكونوا العين الساهرة. أريد أن أضيف بعد نقطة صغيرة ليس لها علاقة بالقانون، ولكن نحن الآن سنتجه ربما لنكون بالنادي النفطي، ولكن هناك ضرورة لأن نتجه إلى الطاقة البديلة وأن لا نعلق الكثير من الآمال وأن الوقود الأحفوري، لأننا تعبنا كثيرا من الوقود الأحفوري. درجة حرارة الأرض ترتفع. نحن بحاجة إلى أن نبحث جديا عن طاقة نظيفة وطاقة متجددة، وأن نوفر على هذه الطبيعة المزيد من الأطنان من الكربون وغيره. شكرا. Merci Mounir. Donc, Mounir vient de dire qu'il est très important dans ce cas de vraiment protéger les aires et les aires protégées et la biodiversité en réclamant les lois. Donc, par loi, c'est la moyenne la plus valide pour protéger les écosystèmes. Et Mounir dit en plus qu'il y a des alternatives des carburants fossiles et qu'on voit maintenant au Liban, on voit la transition à l'échelle individuelle qui est en train de se passer. Et on est fatigué de cette époque de carburants fossiles qui a causé la pollution à nos écosystèmes et notre planète. Donc, arrêtons-nous cette histoire de l'époque fossile qui peut être brillante, peut-être. Il ne faut pas qu'on soit ambitieux concernant cette époque fossile, mais qu'il faut
il faut penser à la transition vers les renouvelables qui est déjà valide dans des pays de la Méditerranée et qui est déjà valide au Liban aussi. Donc, Mounir, on vous remercie beaucoup Merci. pour cette introduction à la loi environnementale. Mounir a en plus mentionné qu'au Sénégal, on n'a pas vraiment une loi environnementale concernant le pétrole, mais qu'il y a j'ai vu qu'il y a des décrets de loi concernant l'aménagement du pétrole en tant que ressource naturelle. Maintenant, je laisse la parole à tout le monde. Donc, Kiel, si tu veux ajouter quelque chose avant de faire la discussion, si quelqu'un a une question ou bien qu'il va ouvrir une discussion à propos d'une thématique qui était ouverte cette soirée. Oui ou non? Pas de questions. Pas de questions. Donc, l'exploitation est prévue pendant l'année de 2023, donc c'est très prochain. C'est prévu pour les deux pays. Peut-être qu'on a encore un peu de la chance pour arrêter cette extraction. Mais Hassan a une question. Hassan, allez-y, monsieur. Oui, bonsoir tout le monde. Je pense que vous me recevez en fait. Oui, bien sûr, on vous entend. Allez-y. Oui, c'est sénégalaise. Alors, c'est avec un immense plaisir de faire partie ou bien comment dirais-je, rejoindre ce panel qui est si riche aujourd'hui avec comme thématique le carbone, comment dirais-je, qui lie aujourd'hui ou bien qui part de la problématique dans la gestion des aires protégées. Alors, en tant qu'au Sénégal, à ce que je cherche, c'est qu'il y a, comme Fatima l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas encore des textes qui nous régissent en termes dans le cadre donc, du pétrole, mais également donc, il y a les lois environnementales qui existent. Alors, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, il y a des enjeux aujourd'hui au niveau des aires protégées. Et aujourd'hui, si on découvre que ce soit le pétrole ou bien d'autres choses donc, dans une aire protégée, aujourd'hui, quelle est la adoptée parce qu'aujourd'hui aussi, il faut penser au-delà de la question humaine parce que les gens disent, quand on fait l'évaluation, par exemple, quand je prends le cas de la RDC aujourd'hui, qui est en train donc de peut-être donc de commencer à vendre de 30 blocs pétroliers, et que dans ces blocs pétroliers, il y a justement des blocs qui se trouvent dans des aires protégées ou bien dans des réserves de biosphère. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, les États mettre en jeu leurs intérêts parce qu'ils disent donc exploitation de pétrole. Quand on fait l'évaluation des services écosystémiques, c'est-à-dire on dit le coût des services écosystémiques d'une aire protégée, est-ce qu'elle est supérieure aujourd'hui de l'exploitation de ce pétrole qui existe et quels sont les intérêts qui sont derrière? Là, il y a qui se sauvage. Aujourd'hui, quand je prends le cas aussi de la RDC, le code minier est beaucoup plus fort que le code environnemental. À un certain moment, les gens disent que donc, si on exploite ce pétrole-là dans cette aire protégée, il va nous rapporter plus que de conserver donc, cette aire protégée. Aujourd'hui, nous tous qui sont aujourd'hui conservateurs de l'environnement, conservateurs des aires protégées, que ce soit activistes et autres, on devrait aujourd'hui, ma question est que je vais la poser à tous les panélistes. Aujourd'hui, face à ces situations, quels sont les mécanismes ou bien les solutions qu'il faut mettre en place pour éviter donc tout ce qui est exploitation dans ces aires protégées. Et il faudrait quand même faire mental d'abord, mais aussi quelle est donc la solution. C'est parce qu'aujourd'hui aussi, voir du pétrole dans une aire protégée, dire donc on va conserver, on va pas exploiter. Bon, il y a certains gens qui disent que non, il y a la population qui est là, elle a soif, donc elle a faim, donc aujourd'hui il faut exploiter pour pouvoir générer des revenus, accompagner ces gens. Il y a d'autres gens qui disent non, il faut conserver parce qu'aujourd'hui, mais il y a le pour et le contre qui est là quand on fait l'évaluation des services écosystémiques. On sait que la valeur écosystémique donc des aires protégées est supérieure, donc parce qu'il y a une aire protégée qu'on avait fait ça, la valeur écosystémique était largement supérieure à la valeur exploitable du pétrole qui se trouve ou bien
d'autres choses qui est exploitable. Mais aujourd'hui, les gens se posent des questions. Est-ce qu'il faut conserver jusqu'à partir vers le climax? Est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer des politiques de restauration? Donc, toutes ces choses-là, la question que je voudrais poser aux panélistes, c'est que quelles sont les solutions aujourd'hui idoines pour pallier à, donc pour faire donc, pour éviter ce genre de problème ou bien pour éviter donc ces exploitations, que ce soit comme le pétrole dans le cadre des aires protégées en fait. Ok, merci. Merci bien, Monsieur Hassan, pour cette problématique que vous avez ouverte. Donc, vous êtes encore là? Oui, oui, je Oui. suis ici. Donc, Je Hassan suis a là. demandé la question qui est tout le temps demandée. Pourquoi ne pas extraire si on est soif, on a la faim? Oui, merci beaucoup, Hassan. C'est une très bonne question et c'est pas facile, c'est pas évident comment faire, quoi. Je pense qu'on doit d'abord comprendre que euh, quand on parle de l'extraction, il y a toujours des histoires, des idées qu'on met dans les têtes des personnes qui nous parlent d'être riches. Et normalement, les populations locaux ne vont pas être riches. C'est les entreprises qui vont gagner de l'argent, c'est des politiciens qui vont gagner de l'argent normalement. Et puis, les populations locaux, ils vont recevoir les impacts. Et si ça se passe bien, il y a quelques individus de la population locale qui vont travailler pour les entreprises et vont gagner quelque chose personnellement quand tout le reste de leur famille, leurs voisins vont recevoir les impacts, le cancer, la contamination de l'eau et de l'air. Alors, et évidemment, les services écosystémiques, on ne fait pas la compte de ça. Le gouvernement dit, le ministre du pétrole dit, combien d'argent est-ce que je peux avoir dans mes mains? Et là, il ne regarde pas si l'autre ministre il voit la santé des populations va avoir des personnes avec le cancer ou l'autre ministre dit que non, nous, on veut protéger les espèces en extinction. Là, ils vivent là. Non, ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est l'argent. Et cet argent cherche un chemin et ce n'est pas facile de sortir des mains des personnes qui ont le pouvoir. Alors là, les histoires qu'on compte sur ce qu'on peut gagner avec l'extraction, c'est pas réaliste, c'est pas la réalité. Une fois, j'ai demandé, c'était le ambassadeur du Nigeria en Mexique et je demandais combien de cet argent du pétrole arrive aux gens normaux dans la rue au Nigeria. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit zéro. Il dit, les Nigériens normaux, ils reçoivent zéro de cet argent du pétrole. Alors là, c'est quelque chose que je crois qu'on doit être réaliste sur ce qu'on peut arriver à gagner avec avec cette industrie. Et là, si on voit les pertes sont garantisées. Les pertes pour le climat, nous, on a fait les numéros sur combien de pertes on a au niveau global. Avec chaque, comment est-ce qu'on dit, baril du pétrole, c'est 175 $ de pertes au niveau international. Pour chaque 4000 tonnes de CO2 qu'on émite, on aura une personne morte plus au niveau international. Et les impacts locaux, si c'est dans la mer, la biodiversité marine, c'est garantisé d'avoir beaucoup de problèmes. Et ce qu'on va gagner, c'est un peut-être. Alors, dans toute cette situation, il reste la question que vous posez, qu'est-ce qu'on doit faire? Et pour moi, c'est de défendre les droits des personnes qui vivent là, même les droits de la nature. On doit faire la solidarité
entre les citoyens internationaux, nous, en Allemagne, on doit appuyer les collègues au Sénégal qui s'opposent. Et là, on doit chercher des autres chemins. Et je pense qu'il peut même avoir des propositions de projets différents où on laisse le pétrole dans le sous-sol, mais on facilite la transition à, par exemple, l'électrification avec les énergies renouvelables. Et je pense qu'il y a des travaux à faire si les gens ont la faim, ont soif. Ce sont des nécessités qu'on doit travailler. Et puis, c'est ça qu'il faut faire. Et je pense que s'il y a la possibilité de dire, nous, on veut laisser là dans le sous-sol, c'est une bonne proposition en ce moment pour commencer une discussion sur un mécanisme de collaboration. Et on a parlé de ça l'autre jour avec des collègues du ministère de l'Environnement au Liban. Quels sont les mécanismes pour lesquels c'est possible de recevoir même quelques ressources si on est prêt de laisser le gaz dans le sous-sol. Et je pense que pour le Sénégal, ça aussi peut être une possibilité de dire on va défendre nos endroits naturels, on ne veut pas extraire les énergies fossiles, mais on veut faire ça en collaboration avec le Nord global et chercher des mécanismes qui apportent quelque chose aux populations locaux qui vont être là et qui vont dire non à l'extraction pétrolière. Oui, Kiel, si tu me permets d'ajouter encore ce qu'on a vu pendant COP, si tu te rappelles bien le film à propos d'Ali. Dali, c'est un jeune Irakien. Donc, en Irak, c'est un peu étonnant, mais un des grands pays producteurs de pétrole, mais qui n'ont pas d'électricité chez eux. Donc, les Irakiens souffrent de pauvreté, de manque d'énergie, de problèmes de cancer, puisque autour des zones d'extraction, il y a même pas mal des cas de cancer. Et ce film, qui est en ligne, je crois, qui est fait par une directrice de BBC. Oui, c'est le BBC. Donc, c'est l'histoire d'Ali, un jeune Irakien qui a survécu une expérience de cancer et dont ses parents ont payé tous les frais ou bien tout le prix de son traitement. C'était juste à cause de cette extraction pétrolière. Et Ali est un exemple parmi des millions d'exemples sur toute la planète, peut-être. J'espère, Hassan, qu'on a répondu à la question. Oui, merci beaucoup, Madame Fatima. Alors, moi, j'ai toujours eu ce problème. Actuellement, je vous informe, je prépare ma spécialisation en gestion des aires protégées et en gestion des réserves de biosphère au Cameroun, bientôt en début avril 2023, Inch'Allah, et je voudrais travailler sur mes travaux de recherche sur tout ce qui est analyse des édifices écosystémiques des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, le cas donc de l'aire marine protégée Joal au Sénégal. Alors, je suis en train de penser sur un chemin de convaincre nos États, en fait, parce que c'est là où se trouve le problème, en fait. C'est-à-dire qu'on connaît, nous tous, les enjeux, les problèmes qui vont se trouver, les conséquences. Donc, sur l'impact, il y aura un impact humain très fort en termes d'extraction, surtout les gens qui habitent. Aujourd'hui, il faut que nous travaillions sur un schéma de convaincre nos États, en fait. C'est ça où se trouve le problème. Parce que les gens derrière les États, nous, en tant qu'activistes, en tant qu'écologistes, il est hors de question qu'on se débarrasse d'une aire protégée à cause d'une extraction de pétrole ou bien extra nous au Sénégal. Aujourd'hui, on est en train d'y travailler, que ce soit Yoro, que ce soit les autres, nous qui sont dans les questions de spécialisation. Mais comment nous allons arriver à convaincre nos États? C'est là où se trouve le problème à un certain moment. Il faut projeter des films, il faut faire des questions de sensibilisation parce qu'eux, ils disent
vous faire part. Moi, je suis actuellement aujourd'hui sur l'exploitation du zircon, qui est un exemple aujourd'hui. Et au Sénégal, dans le nord du Sénégal, il y a des agriculteurs qui ont été déplacés. Il y a des gens qui avec des activités principales qui vivaient de l'agriculture, qui ont été déplacés. Et aujourd'hui, quel sera le lendemain de ces gens-là? C'est vrai que nous tous, on est dans la vocation de conservation, on est dans la vocation de préservation de ces aires protégées. Mais la question il faut que nous ayons des arguments très solides pour pouvoir convaincre à nos États. Ou bien, s'il détruit une aire protégée, qu'il en crée une autre. Il faut qu'il y ait des solutions alternatives très solides. Même quand il crée des projets alternatifs, ça ne va pas passer. Parce que nous tous, on connaît les projets de développement, ça ne passe pas trop, etc., etc. Ils vont dire on va créer des AGR, etc., etc. Mais bon, il faut que nous pensions nous tous dans cette question-là qui est très difficile aujourd'hui, surtout avec l'esprit de nos États africains. Mais bon, je pense que j'ai la confiance, on est optimiste, on va continuer à lutter, on va continuer à sensibiliser, on va continuer à se battre pour pouvoir protéger ces aires protégées, surtout étant jeunes. Et merci, ça a été un plaisir de participer. Merci bien, Monsieur Hassan, et peut-être qu'on restera en communication pour peut-être faire une adaptation ou bien faire des discussions concernant cela. Et cette phrase ou bien ce mot, on va créer, on va faire, c'est ça le problème qui nous laisse dans un milieu ambigu, surtout dans cette situation qui est très fragile et sensible. Surtout qu'au Sénégal, il y a des communautés de pêcheurs dans les régions qui sont maintenant des blocs d'extraction de pétrole. Et maintenant, si une autre personne a une question avant juste de faire la conclusion et vous dire bonne soirée ou peut-être bonne nuit pour certains d'entre vous. Je crois que c'est tout par là. Donc, comme M. Hassan l'a dit, il faut qu'on reste optimiste peut-être dans notre lutte et dans notre résistance. Mounir, vous avez quelque chose à ajouter? نعم. non. أعتقد أنه بالخطأ رفعتم لا يدكم. مظبوط. تفضلوا. أوكي. أريد أن أعلق فقط على كلمة، ربما ربط موضوع النفط والغاز بالتنمية الاقتصادية، وخصوصا السنغال ولبنان، يعني دولتان يعانيان من أزمة اقتصادية. ربما ربطه بموضوع الاقتصادي أو التنمية أو نهضة البلد، وخصوصا بأن البلدين يعانيان. هو أمر ربما يكون محق، ولكن عندما تصل الأمور إلى ضرب البيئة بعرض الحائط فإننا نصبح في المحظور. يعني أولا نبدأ، يعني ربما في الوقت الحالي هذين البلدين بحاجة إلى النفط والغاز، ولكن كل العالم اليوم سيتجه إلى الطاقة النظيفة عاجلا أم آجلا. ربما تكون موضوع استخراج النفط يمكن يكون ظرفي لا أعلم كم سنة، ولكن نحن بحاجة إلى خلال هذه الفترات إلى تطبيق القوانين. في السنغال يعني يجب أن يكون هناك قوانين صارمة لكي تلزم الشركات أولا، ولكي تعيد ترميم ما تم ربما تخريبه في المرحلة التي كان هناك فيها استخراج لهذا النفط. شكرا. Shukran Mounir. Donc, Mounir vient de dire que c'est vrai, au Sénégal, au Liban, on a des conditions économiques qui sont très difficiles, mais qu'il ne faut pas relier l'extraction du pétrole au développement économique, parce que peut-être, en plus, l'époque pendant laquelle on peut faire l'extraction est très limitée. Mais on a besoin de la planète pour une période qui est beaucoup plus grande, pour des générations. Donc, ce n'est pas logique de prendre ce qu'on peut prendre pour une période très limitée et détruire enfin tout l'écosystème. C'est pour cela qu'au Sénégal, qu'il faut penser en plus, pendant cette lutte contre l'extraction, penser à des lois
qui peuvent arrêter ou bien qui peuvent conserver les écosystèmes et les situations là-bas. Et donc, tout le temps, Mounir vient de dire, et M. Stéphane venait de dire qu'il ne faut jamais penser à une activité sur le dos des écosystèmes, sur le dos des humains dans des régions sur Terre, dans la planète qui est déjà très épuisée. Si vous voulez savoir plus à propos de cette transition énergétique et des thématiques liées, restez au courant et rejoignez nos prochains webinaires. Je vous remercie tous à votre attention, à votre participation, à votre présence ici pour cette soirée. Je remercie nos parleurs, Mounir, Stéphane, Yero et Kiel. En plus, je remercie nos interprètes, Georges et Jana, et mes collègues Francesco, Kiel et Georges. Très bonne soirée ou bien bonne nuit pour certains d'entre vous et à la prochaine fois. Bye bye. Bonne nuit. Bye bye. Bye.